Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit live nocturne spécial objet. C'est un objet du mercredi. Et un objet, vous allez voir, qui est assez incroyable et très marquant en tout cas. Parce que, bon, je vous en dis pas plus, mais c'est parce que c'est vraiment un objet qui est au cœur de Corée. Dans les 2 minutes. Temps de revenir du monde. Allez, à tout de suite. Allez, on va commencer. C'est parti, c'est pour la présentation. Moonjar, qui est assez incroyable. Alors, vous allez voir, hein, en fait, hein, une Moonjar, vous en avez sûrement déjà vu. Et c'est un objet qui cause un truc à connaître, en tout cas, si vous aimez. Si je mets pas le diaporama, ça va pas. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien pour cette soirée objet d'art. Bonsoir, Ogei-san.
Coin, Koge-san, je pense que vous me connaissez. En tout cas, si vous avez les notifs, eh ben, écoutez, tant mieux. Alerté quand il y a un live, puisque sur mon planning, j'avais dit au départ que le live objet à 8h45. Les lives, maintenant, je les cale 18h. Mais j'avais des objets à raconter. Ma petite vie, aller chercher japonais. Je n'ai pas pu à 18h. C'est pas grave. Donc, 21h, 21h19, c'est aussi le moment pour parler de cet objet qui a Munjar. Alors, je vous la fais simple, hein, je vous avais pas sortir tomber sur ce live avec une tête comme ça. Mais l'idée, c'est que je vous présente en quelques lignes un objet qui est un objet en fait assez particulier, parce que celui-ci, bon, la photo là est pas, mais celui-ci est un objet qui a été vendu. Attendez, je vais mon écran parce que c'est où est un objet donc qui a été vendu et Sotheby's, la maison semaine dernière, pour plus de 3 millions de dollars. Vous allez voir, je vais en parler après. 3,6 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Et donc j'ai envie de vous parler de ça. Et c'était l'occasion. Alors, une fois, si vous tombez dessus par hasard, sachez que le mercredi, ou si vous tombez sur mes lives, sachez que je suis Koge-san, je suis antiquaire en art japonais et coréen. Et je fais le mercredi un focus sur un objet que je présente. Généralement, si vous voyez des replays, vous allez voir que je vous présente des objets en mode macro qui vous permet en fait de qui vous permet de bien découvrir un objet dans le détail et qu'on puisse échanger sur l'objet. Donc objet voilà. En général des antiquités, je remonte au maximum à 16e siècle, des objets que je peux avoir, ou du moins des objets en tout cas que vous pouvez voir vous dans les musées. L'idée c'est de vous montrer un objet, de vous montrer les détails et vous l'expliquer. Grosse intro sur les objets du mercredi. Là c'est assez particulier puisqu'en fait un objet que j'ai j'espère mettre la main dessus, une belle Munjar, mais pour le moment, en tout cas, je ne l'ai pas avec moi, et surtout pas celle-là, puisque celle-ci a été vendue chez Sotheby's la semaine dernière. Donc l'idée, c'est plutôt de vous montrer qu'est-ce que c'est une Munjar. Donc je vous explique là en quelques slides ce qu'est cet objet coréen qui est celui-ci. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs, qui peut se rapprocher. Alors si vous êtes déjà là en Corée, vous en avez sûrement vu ou dans les musées à Séoul par exemple, ça vous en avez. C'est un vase. Alors, on l'appelle Munjar parce que c'est vrai que Munjar, c'est bon, vas-y, vous faites un peu d'anglais, hein. Compris qu'on parle de vase lune, mais c'est vrai que le terme utilisé par les collectionneurs, les amateurs, on parle de Munjar. Et savoir pourquoi, bon, ça s'est fait comme ça. Mais le vrai nom coréen, je vous l'ai mis, je vous l'ai pas mis en coréen. Je peux vous faire la présentation en coréen, mais c'est Dal Hangari qui veut dire donc vase lune. Il faut juste retenir en fait que Munjar c'est quelque chose qui date de pas d'hier quand même, hein. Ça date de Joseon, donc Joseon ça commence au XIVe siècle, et quand même la des plus grandes dynasties, en tout cas très très marquantes, comme vous pouvez voir, hein, on tire jusqu'en 1910, donc quand même, on a brassé du temps. Et puis surtout, Joseon est évidemment réputé pour le développement de l'art et de l'artisanat coréen. Enfin, je pourrais en toucher de beaux, mais ça dans une autre vidéo. En tout cas, parce que là, sinon, on parle des heures et des heures. La période phare, si vous devez retenir un truc en Corée, c'est vraiment Joseon. Joseon, il y a eu des dramas en plus sur Joseon, un peu les dramas historiques que vous pouvez voir. Et souvent, ça se passe pendant Joseon. Je dis Joseon, c'est pas une petite période, hein. 1992-1910, c'est large. Donc, peu dans cette période, il y a eu tout un attrait. Je ne vais pas faire en 2 minutes l'histoire de l'art coréen, mais il faut retenir juste que y a une des pièces, clairement, très, et qui a été aimée déjà, hein, qui a été recherchée, qui a eu des commandes déjà à l'époque, c'est ces fameux vases lunes. Et ces vases lunes, évidemment, on les appelle lunes parce que de par leur forme, je vous montrerai après d'autres photos, notamment donc là celle que vous voyez ici, hein, c'est celle qui a été la fameuse là qui a été vendue chez Sotheby's, mais elle se ressemble avec un regard de néophyte, on va se dire qu'elles se ressemblent toutes, sauf qu'en fait quand vous allez commencer à regarder des vases, des Munjar
Google Moonjar, vous allez voir qu'il y a des Moonjars vraiment différentes. Le blanc, les taches, les formes. Vous allez voir que c'est un truc, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Par rapport au mode de cuisson, justement. Faut juste savoir que, bon, au départ, ça reste quand même. Alors, nous, jar, c'est plus que vase. Ça, je traduis par vase, mais en français, on dit vase lune. Mais bon, vous comprenez que c'est plutôt un récipient. J'ai toujours du mal à traduire jar parce que jar, ça peut mettre plein de choses dedans, et en l'occurrence, ça a été, en tout cas, le récipient, le contenant, était utilisé pour aussi bien stocker du soja, du riz, enfin bref, des fleurs aussi. Donc peut-être du gochujang d'ailleurs. C'était vraiment un récipient utilisé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Corée, mais souvent vous voyez des récipients sur les toits qui sont faits justement pour conserver des produits type kimchi fermenté ou les sauces, etc. Bon. Les moonjars, c'est un peu le même type, c'est un récipient qui servait principalement à cuisine, mais pas que. C'est utilisé dans différents rituels. J'en parle pas là parce que c'est 2 heures, mais si on remonte un peu l'histoire, c'est vraiment en tout cas une des céramiques, un objet qui était clairement utilisé par le pouvoir, c'est quand même un objet à fabriquer entre guillemets cher. Enfin, c'est pas le monsieur et madame lambda qui pouvaient s'acheter un vase d'une. Donc c'est déjà, on avait déjà un certain rang quand on pouvait acquérir ce genre de pièces. On pourrait un peu plus en parler, mais pour en parler, je pense que c'est bien, c'est aussi de faire un topo sur la période Joseon. C'est quoi les différentes, je dirais, les différentes strates de la société Joseon. On va dépasser un peu le cadre de l'art, de l'histoire de l'art. Mon prisme, ici sur cette chaîne, je parle vraiment d'art. Maintenant, je peux tout à fait, si à la demande générale, faire un topo sur Joseon avec grand plaisir, mais voilà, c'est vraiment une période tellement large, et je pense qu'encore une fois, pour parler de ça, pour bien comprendre, bien aussi de recadrer au moment donné dans l'histoire du pourquoi demander pourquoi c'était utilisé. Bref. Pardon. Donc, sans rentrer trop dans le détail du pourquoi c'était utilisé à Joseon, faut juste comprendre, moi, la première fois que j'ai eu ces vases, je me suis dit, comment c'est fait, quoi. Parce que on n'est pas compte, mais ça fait 45, 50 cm, il y en a même des plus grosses, donc c'est quand même un gros bébé. Imaginez un globe, mais c'est plus qu'un globe, vous allez voir, c'est quoi, plus de 40 cm de haut. C'est vraiment une belle pièce. Quand vous la voyez dans les musées, vous ne pouvez pas la rater, vous en voyez une, vous ne pouvez pas rater. En fait, c'est simple, c'est que de toute façon, les potiers la façonnaient en 2 phases. Et c'est intéressant d'ailleurs, on le voit un peu ici, et je vais vous montrer après une vidéo, c'est qu'on ne voit pas la jointure, ça se dit, ouais, la jointure entre les 2 pièces. C'est-à-dire, vous le voyez pas, c'est vraiment, pour vous, c'est comme si c'était façonné d'une seule et même pièce. Mais si vous faites un petit peu de poterie, vous vous rendrez compte que ce genre de pièce, on peut pas la monter comme ça, parce que sinon, forcément, tout s'écroule. Bon. Donc, c'est intéressant, c'est de comprendre que c'est donc 2 parties qui sont soudées ensemble. Et puis surtout, évidemment, il y a 2 particularités. On parlera après de la couleur, mais de la forme, pardon. C'est que la couleur provient d'un argile, c'est qui s'appelle Pekja en coréen, qui est en fait à base de kaolin blanc, dans lequel il y a finalement très peu d'oxyde de fer. Là aussi, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que même s'il y a un peu d'oxyde de fer, on va tirer plutôt vers des teintes qui sont bleu-verte, le fameux céladon, que vous avez dû connaître, qui était vraiment là pour le coup aimé, et c'était vraiment la céramique coréenne de la période d'avant qui s'appelle Goryeo. C'est aussi une période très importante. Là, on est vraiment sur du kaolin. C'est ça qui donne ce côté blanc un peu blanc transparent même, parce qu'avec les jeux de lumière, forcément, ça l'est. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'une cuisson qui est plus élevée que d'habitude. L'autre jour, j'ai parlé notamment de Bizen au Japon, qui a une température, c'est vraiment une longue cuisson très chaude à plus de 1200 degrés. Là, on est pareil, on est à 1300 minimum. Donc, on est vraiment sur une cuisson très forte, très chaude. Et il y a je crois qu'il y a une double cuisson. C'est même ça, je ne sais pas bêtise. Évidemment, il y a une double cuisson qui permet justement de lui donner son rendu, en sachant qu'entre les deux, il y a, comme je l'ai mis, il y a une glaçure. La différence, juste celle dont je parlais l'autre jour, la glaçure. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, pour les reconnaître, les moonjars, leur forme,
leur taille qui est quand même assez imposante, la couleur blanche ou du moins des dégradés blancs. C'est pas forcément du blanc pur, blanc parfait, au contraire, mais ça on va en parler. Et vous avez aussi cette fameuse glaçure, toujours des moonjars qui brillent quand vous regardez, pas une céramique mate. Voilà, au niveau de la moonjar. Si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez pas évidemment à m'en poser là dans les commentaires. Si si mon micro n'est pas trop fort, attendez, maintenant c'est mieux. Si vous avez des questions après sur le replay, sur le YouTube, je vais en faire un petit TikTok aussi en vitesse, n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour y répondre. Une sphère qui est imparfaite, en fait c'est aussi important parce que la grande caractéristique, et pour moi, qui donne vraiment le prix vraiment élevé sur ce genre de pièces, au-delà du fait que déjà, on va en parler aussi, c'est que ce sont des pièces qui sont assez chères sur le marché, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Des artistes, des artisans qui font des moonjars, ils se comptent sur les doigts de la main, et ce sont des pièces qui sont vraiment le top du top de la céramique coréenne. Encore aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui certains artistes, dont un qui s'appelle Baeksang, qui est un trésor national, qui est exposé au musée Cernusky, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, qui faisait des moonjars. On est sur des artisans qui sont titrés comme trésor national. Donc vous voyez un peu vous imaginez le niveau que c'est. Donc toute la spécificité de ces jolies pièces, évidemment, c'est je disais la couleur, cette forme globale qui est complètement atypique, mais si on regarde en détail, justement le côté imparfait de ces sphères, comme vous pouvez voir un peu ici, ne vous inquiétez pas, je vais avoir mis d'autres photos après, c'est que vous avez, de par la cuisson et le processus qui est finalement complètement artisanal, hein, je rappelle ici, hein, vous n'avez pas ici une forme qui est purement circulaire, où on pourrait imaginer, l'une, je fais vraiment deux demi-cercles pile poil et boum, je les colle, comme il y a des céramiques un peu en céladon ou plus contemporaines. On retrouve, là vous êtes vraiment sur une boule, quoi, carrément. Là c'est pas le cas. Et c'est justement cette courbe-là que vous pouvez imaginer, là, qui est vraiment atypique et typique des moonjars, et c'est ça qui donne ce côté un peu unique aussi de cette pièce, qui fait que pourquoi aussi c'est comme ça. Alors déjà, on garde en tête que ce sont deux parties qui sont rassemblées, mais c'est surtout pendant la cuisson. Il y a une asymétrie qui est finalement structurelle, parce que dû aux différences de température, dû au changement aussi pendant la cuisson dans le four. D'ailleurs, il y a un mot, je vous l'ai mis, c'est Yobyeon. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder. C'est-à-dire que c'est vraiment pendant la cuisson aussi, en plus, qu'il y a tous ces changements. C'est-à-dire que la pièce va se modifier avec la chaleur, les mouvements de chaleur, avec les... Salut Massilia, j'espère que tu vas bien. Je parle des moonjars. Bienvenue sur ce live qui parle live nocturne. Je fais des live nocturnes souvent, enfin plus sur le jeu, mais là, live nocturne sur les moonjars, les céramiques coréennes, qui sont, moi je trouve incroyables, qui sont, comme je disais, des grandes pièces qui font 40 cm, 50 cm, et donc qui sont des grandes céramiques qui sont vraiment typiques de Corée. Et donc, comme je disais, ce sont des pièces qui sont, comme on peut le voir par la forme, ne sont pas forcément parfaites. Donc ça rejoint un peu l'idée aussi, hein, qu'on retrouve au Japon, hein, ce côté asymétrique. Mais là, c'est vrai que sur ce genre de pièces, ce qui est recherché, en fait, en tout cas, ce qui est vraiment cherché par les collectionneurs, les amateurs de ces moonjars, c'est ce côté pas tout à fait nickel du truc. C'est une pièce qui a vécu, qui a entre guillemets grandi dans le four, avec, comme je disais à l'instant, le mot là, Yobyeon, c'est les changements dans le four qui montrent que chacune des pièces est unique. Et c'est vraiment ça un élément clé aussi qu'on retrouve dans la culture artistique coréenne. Et ça, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo dans laquelle je ferai peut-être un topo sur ce côté asymétrie, le côté imparfait qu'on retrouve un peu au Japon, mais là vraiment sous l'angle coréen. Je ferai un truc spécifique là-dessus.
Dites-vous juste que la Corée, parce qu'on peut avoir une image aussi de l'art coréen pour ceux qui connaissent pas, ils imaginent, ou qui connaissent peu, on a plutôt en tête par exemple les illustrations qui sont avec les couleurs, hein, le rouge, le vert, sont toujours très, pour le coup, très bien calés, tout ça c'est très clean, très propre. Mais vraiment le fond du truc, dans la céramique, c'est ce côté imparfait qui est vraiment au contraire le plus marquant de cette culture artistique coréenne. Je vous ai mis une citation en bas, bon elle est pas toute jeune, hein, 1709, mais ça explique un peu le truc. Donc il y a Hon qui était qui faisait partie, bref, du pouvoir et qui avait notamment dit un truc qui peut exprimer la beauté de la forme, de la couleur, de la qualité. En gros, il a essayé de donner plusieurs termes, d'essayer de mettre des mots hein, sur ces formes, c'était pas possible. Donc voilà, tous sont précieux au-delà de toute mesure. C'est un peu une formule d'histoire de comprendre que finalement, cet objet, on peut difficilement l'expliquer, difficilement, si je vous montre pas une photo, vous dire la forme que ça a. Alors ça ressemble à une boule, mais c'en est pas une, c'est une sphère, mais c'en est pas une, et en plus ça s'appelle Munjar, mais en fait tu vois la lune, mais bon bref. Après, quand on voit l'image, bon, je suis désolé, celle-ci est un poil pixelisée, on imagine que c'est la pleine lune. Ça tombe bien le 20. Putain, j'aurais dû caler ça vendredi 29. C'est la pleine lune, la fête de la lune. Et on peut imaginer effectivement que ça se rapproche, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle de la Munjar, d'une pleine lune en plein milieu de la nuit. Donc, ce sont des objets qui sont vraiment... on en voit évidemment en Corée, on n'en voit pas beaucoup ici. C'était présenté sur Paris au musée Cernuschi. Maintenant, voilà, moi j'aimerais bien en voir plus ici parce que c'est des objets qui sont vraiment au cœur de cette culture coréenne. Donc cette simplicité, en tout cas ce côté imparfait, c'est lié à la notion de simplicité coréenne. On retrouve aussi dans d'autres cultures, y compris le Japon. Mais pardon. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est les critères d'équilibre des formes, même si c'est de la symétrie, c'est de la symétrie symétrique. J'en parlais avec mon tatoueur de ça, la symétrie symétrique. Donc ça, c'est un terme aussi, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que vous la regardez, vous vous dites « waouh ». C'est chiadé, c'est calé, et puis vous regardez un peu plus en détail, vous voyez qu'elle prend, comme ici, qu'elle penche un petit peu de côté, ou que les formes sont un petit peu moins rondes que prévu. Donc ça c'est vraiment aussi typique de cette culture coréenne, parce que derrière il y a l'harmonie, l'unité, l'harmonie. Ce terme harmonie, je trouve qu'il est aussi intéressant, parce que c'est harmonie dans les formes, harmonie dans les couleurs, harmonie dans même l'impression qu'on va avoir de cet objet. Et d'ailleurs, souvent, alors j'ai pas de la citation en coréen, mais on dit que le vase lune permet en tout cas à celui qui regarde le vase lune de trouver une paix intérieure. Donc, je vous laisserai voilà, vous projeter là-dedans, Massilia, je te laisse te projeter là-dedans dans la paix intérieure, regarder dans un vase. Ce qui est pas faux, parce que c'est vrai que quand pour avoir vécu le truc à Séoul, on est devant des vases comme ça, on le regarde. Alors moi c'est vrai que j'ai un regard où je vais regarder l'objet, le détail, le machin, mais si je réfléchis pas, on va regarder l'objet, un peu comme quand on regarde la lune, quoi. Et ça, c'est assez marrant, parce que c'est un vase qui... Voilà. Enfin, on oublie d'ailleurs que c'est... alors, je dis vase, mais attention, c'est plus qu'un vase, c'est un récipient, qui est assez intéressant pour ça. Ça a été aussi inspiré, je ne vais pas faire le topo, mais ça a inspiré aussi beaucoup d'œuvres d'artistes contemporains. Et comme je disais hein, au cours de cette vidéo, c'est que vous avez donc un artiste qui était présenté à Cernuschi, à Paris, qui s'appelle Baeksan, qui est un trésor national, je vais vous montrer. Un céramiste trésor national en Corée. Pouf. Non, que je dis, je crois que c'était... Non, ça se finit cette fin de semaine, qui est donc un trésor national. Et ce que je disais, ce qui est important, c'est que Baeksan, lui, il est encore vivant, il en fabrique, et ce qui veut dire que c'est aussi des pièces que vous pouvez commander. Attention, ça a quand même un petit prix, un petit prix, enfin petit, pas si petit que ça, mais je veux dire, faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des demandes, hein, même si un artiste comme Baeksan, qui est un trésor national vivant, là on a vraiment le haut du panier des artistes encore vivants, on a quand même des pièces qui sont sur le marché, produites par des céramistes contemporains qui font des pièces de ce type. Voilà, je me tends un peu sur le sujet. Ce que je voulais parler, donc pour une fois, voilà, c'est pas un objet que je vous présente là de visu en macro. J'aurais bien aimé
j'aurais bien aimé la voir et vous la montrer, mais celle-ci, je ne l'ai pas. Mais un de ces quatre, j'en aurai une. Alors, celle-ci qui s'est vendue, pourquoi je vous présente celle-là? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur cette Moonjar qui a été vendue chez Sotheby's semaine dernière, 3,6 millions $, donc plus de 3 millions d'euros. Donc quand même, ça fait une vraie petite somme. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est même le record pour ce type de pièce vendue sur le marché, qui est une pièce particulière, puisqu'en fait elle est fin 17e. Donc elle est Joseon, hein, je rappelais en début de vidéo que Joseon c'est vraiment une période clé, 1390-12 à 1910, donc on est vraiment du 14e siècle jusqu'en 1910. Donc là on est vraiment sur une céramique qui est fin 17e, début 18, et qui fait, comme je disais voilà tout à l'heure, 45 cm de haut, ce qui est une moyenne en tout cas pour les Moonjar, c'est de 45 cm de haut. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'était de vous montrer surtout l'objet. Alors je vais vous montrer la petite vidéo aussi après, mais vous voyez le côté irrégulier, donc ça c'est vraiment la pièce qui a été vendue à ce prix-là. C'est vraiment une pièce exceptionnelle, qui est aussi différente de ce qu'on peut voir aussi un peu habituellement, ou du moins pour les céramiques les plus modernes. Parce que quand je dis qu'elle est blanche, vous voyez effectivement c'est blanc, mais c'est pas le blanc du blanc de Coluche, hein. On est sur un blanc très nature, très brut. Au départ je disais que ça a été fait, la base c'est du kaolin, donc on est vraiment sur un matériau de la nature. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que son rendu, quand il est blanc, vous voyez bien que c'est pas un truc qui a été fait, qui sort Ikea ou Habitat. Donc c'est aussi ça la particularité de cette pièce. C'est pourquoi elle est partie aussi à ce prix-là. Et bon, évidemment, c'est une pièce très ancienne et qui court pas les rues. 45 cm de haut. C'est une pièce qui est blanche, mais comme vous pouvez voir, il y a le côté imparfait de la couleur, le côté imparfait de sa forme. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est là même plus, je dirais qu'elle est même un petit peu plus écrasée que par rapport à d'autres Moonjar. La particularité aussi, c'est en termes de couleur. Donc ça, c'est justement ce mot dont je disais tout à l'heure, Yobyeon, c'est dans les fours coréens. Le potier, lui, contrôle pas justement les jeux de cuisson, la couleur, la forme qu'elle a. Cette pièce, elle s'est développée toute seule dans le four. Elle a pris sa forme toute seule dans le four. Donc ça, c'est un truc aussi intéressant, c'est de se dire que c'est la nature qui a joué. Le potier, lui, bon, évidemment, il a mis les pièces, le haut et le bas, il les a mis ensemble, mais après, la forme finale, les couleurs, la teinte, le rendu, la texture, c'est vraiment tout s'est fait. Voilà. Et c'est aussi ça dans le four. Et c'est aussi ça qui en font que c'est une pièce unique, exceptionnelle. Je dis parce que souvent les gens vont regarder, ils vont se dire ouais, bon, c'est un vase, mais quand on prend beaucoup, c'est plus qu'un vase encore une fois, mais quand on prend beaucoup de recul, quand on prend du recul et qu'on commence à regarder, c'est pour ça que j'aime bien expliquer aussi, sans rentrer dans le détail, mais la cuisson, la technique de cuisson, de la manière dont c'est façonné, dont c'est fait, on se rend compte que, ok, on dit ok, bon après 3 millions, c'est énorme, c'est énorme. Des Moonjar aujourd'hui sur le marché, plus contemporaine, attention, ça vaut quand même un bon petit prix parce que c'est une grande douche entre 4 et 8 000 euros. Vraiment pour des pièces contemporaines, voire fin 19e, vous voyez, donc c'est quand même pas donné comme céramique. Donc celle-ci était vraiment particulière parce qu'elle laissait un blanc qui est peut-être un peu, je vais pas dire blanc laiteux, blanc un peu crémeux, vous voyez sur l'écran comment ça rend. Et pourtant, 3 millions, mais vous voyez, elle est un petit peu ébréchée. Ça aussi, je vous montrer ça, c'est que dans le monde des céramiques, dans le monde des collectionneurs, attention, je rappelle que c'est une pièce qui est quand même 17e, allez, fin 17e, donc on est 1700, je pense pas qu'on soit entre 1690 et 1710, quoi, en gros. Je crois pas que, je sais pas si elle a été datée spécialement, mais on est vraiment sur allez, 20 ans d'écart, quoi. Le fait qu'il y ait une petite cassure, au contraire, ça joue dans le sens de c'est imparfait, c'est un objet qui vit, c'est la nature, c'est la symétrie. Donc même le petit pet là que vous pouvez voir sur des céramiques, c'est pas ça. Mais moi, quand je vais estimer des pièces, évidemment, je vais le noter. Je vais dire qu'il y a des manques, je vais dire qu'il y a des. Mais au contraire, ça joue aussi dans la valeur d'un objet. C'est valable pour tout, pas pour les objets plutôt contemporains, mais en tout cas dès qu'on est dans les antiquités, clairement, ça joue.
Heureusement pour le prix, elle était, je pense qu'il y avait la boîte qui était avec. Mais vous voyez, c'est vraiment un objet, vous pouvez la contempler, vous pouvez la regarder des heures et des heures, et vous trouvez toujours quelque chose à voir, à regarder dans le détail. Et c'est vraiment toute la particularité de ce genre d'objet. Je vous montre une vidéo que j'avais mis de côté, conséquent. Je voulais vous montrer ça sur la vidéo. Je ne sais pas si je peux la passer ici. Du site justement, du site Sotheby's. Il faut savoir qu'en mars dernier, Christie's avait vendu, donc autre maison de vente, grande maison de vente internationale, avait vendu une Moonjar. Je vous montre ça ici. Et on va regarder cette petite vidéo de 20 secondes qui présentait l'objet. Je vais juste baisser un peu. Qui montre en fait tous les détails de l'objet. Et vous voyez le côté texture, le côté un petit peu... Bon, c'est court comme vidéo, mais ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était des petits détails. J'aurais pu faire une vidéo un peu plus longue, franchement. On va regarder celle de Christie's de mars. Je vous la remets. Vous voyez ce côté un petit peu, la glaçure aussi. Hop, ici. Je suis désolé, je peux... Si je laisse le truc... Attendez, je vais le mettre en pause et je vais le montrer là. Tac. Ici. La glaçure, puisque je rappelle qu'il y a 2 cuissons. Une première cuisson, deuxième cuisson. Entre les deux, on va mettre justement ce qu'on appelle la glaçure. Ce côté... Il va lui donner ce côté brillant. Vous voyez, c'est imparfait. Donc c'est aussi ça. On pourrait se dire aussi, ouais, ce qui se vend cher, quand c'est nickel chrome. Et ben non. Ici, tout l'intérêt, c'est justement d'avoir une pièce qui a des petites fêlures, qui a du vécu, qui est imparfaite. Et c'est vraiment... Justement, j'aime bien le rapport avec la Lune derrière, qui fait clairement penser à la surface de la Lune. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo, même si c'est une petite vidéo courte, mais qui est intéressante pour comprendre le pourquoi on a tel engouement sur un tel objet. Je vous montre aussi ici la vidéo, et puis on va finir là-dessus, sur une Moonjar. Ça, c'est une autre Moonjar qui avait été vendue donc, par Christie's, qui était partie moins... Je crois qu'elle était partie à 2 millions quand même. Je dis moins cher, mais enfin quand même 2 millions. Vous voyez, ça c'est un autre modèle, une autre pièce, très délicate, toujours imparfaite, toujours avec des détails, et voilà, c'est une autre Moonjar, qui a une autre tête, qui a un autre style, qui est une pièce complètement unique, complètement différente. Oui, c'est ça, exactement. C'est la ressemblance à la Lune, parce que alors l'histoire, le fin fond de l'histoire du pourquoi du comment, de qui a créé le premier Moonjar, on ne sait pas. Donc c'est un truc, ça c'est... Je pense d'ailleurs, pour le savoir, il faut vraiment tomber plutôt dans l'archéologie, essayer de voir un petit peu remonter dans les fouilles plus anciennes, si on retrouve des traces chez un potier en particulier. Mais oui, clairement, c'est lié à la Lune, puisque son petit nom en coréen, j'aurais juste sur ma petite slide qui était où? Ma petite slide qui va bien, dans lequel je parlais de ma petite Moonjar. Attends, le nom... Je vais arriver. Tac, voilà. Dal Angari, puisque Dal c'est la lune en coréen. Donc on lui a tout de suite donné son nom de Dal Angari, c'est vraiment le Jarmoon. Maintenant sur le fond de l'histoire du pourquoi, en tout cas qui est le premier à avoir créé une Moonjar, ça c'est encore un grand mystère. Même s'il y a plusieurs tendances, bon, c'est quand même un grand mystère, en sachant que de toute façon que ce genre de pièce, Goryeo, donc qui est la période juste avant, donc c'est de 900 à 1392, on y avait des céramiques, mais il n'y avait pas des vases lunes. Voilà. Donc c'est un truc, moi je me suis noté de creuser, d'essayer d'en savoir un peu plus, d'essayer aussi d'étudier le pourquoi du comment. Bon après voilà, c'est toujours pareil, c'est un sujet très pointu, et je me suis même demandé s'il n'y avait pas eu peut-être des recherches, des thèses, des doctorats qui auraient été faits là-dessus, mais je pense que pour bien comprendre ça, il faut avoir analysé, il faut avoir fait une étude des collections de Moonjar, pour aussi en savoir un peu plus. Donc dès que j'en sais plus, je dirais. Mais voilà, c'est la ressemblance à la Lune, ça c'est sûr. Ressemblance à la Lune par le blanc, ressemblance à la Lune par la forme évidemment, ressemblance à la Lune aussi finalement par ses textures.
Après, sur les rituels, et je terminerai là-dessus, comme je disais, c'est un récipient. Hein. C'est vrai qu'on dit moon, nous on le traduit par vase lune en français, mais je trouve que le mot vase, il est pas bon. C'est jar en anglais, c'est un récipient. Hein. Donc, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est que sur cet objet-là, sur celui-ci qui est voilà, sur celui qui a été vendu à ce prix-là, on est vraiment sur un objet qui on peut toujours revenir, on peut tourner autour, on peut revoir, on peut regarder juste un petit détail, on peut regarder juste cette petite surface là qui ressemble à la Lune, là, comme des petits cratères, quand on prend prendre beaucoup de recul. Voilà, c'est un objet qui... c'est ça aussi qui fait la valeur d'un objet exceptionnel. Un usage pratique, ouais, alors un usage pratique, Joseon, donc qui était quand même une grande période, c'était clairement un récipient qui était utilisé pour conserver du riz, ça peut être de la sauce, hein, sauce soja, ça n'a pas, a priori pas été utilisé pour tout ce qui est conservation de kimchi, comme on peut avoir aujourd'hui les jarres à couvercle, puisque là on est quand même sur un récipient qui est ouvert, donc on est plutôt sur des récipients soit à l'usage, ça va être des fleurs par exemple, ça va être du riz, mais pour l'utiliser à court terme, à la différence d'autres récipients qui existent coréens, où là on a le couvercle pour éviter évidemment tout contact à l'air libre, quand on veut justement essayer de faire fermenter les choses, etc. Donc on est plutôt, est connu, sauce soja. Justement, là, je m'étais dit de regarder aussi les recherches archéologiques. Là, c'est les recherches archéologiques hein, qui peuvent nous montrer sur les pièces un peu plus anciennes quels étaient les éléments qui étaient contenus dedans. Je rappelle que c'est un récipient qui est assez grand, 45 cm, 50 cm. Bon, c'est quand même, il faut imaginer un gros bébé. Hein, donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas des récipients à parfum, par exemple. Il y a des petites céramiques qui sont un peu en mode boule, lune, verte. Salut Gaomiko, mais merci pour le follow. Salut et puis merci pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue. Je fais juste ma petite phrase là. Merci de rien Massilia. Et puis juste pour Gaomiko, je te fais juste ma petite présentation express. Faut juste comprendre que c'est les petites vases et les petits céramiques que vous pouvez voir par exemple en boule, là, souvent verts, donc ce qu'on appelle les céladons, qui sont vraiment des plus petits formats, plus petits récipients, qui sont utilisés pour la table ou là pour mettre une fleur. Ça c'est vraiment des toutes petites pièces. Les vases lunes, c'est toujours un truc mastoc, 40-50 cm, une très belle pièce, donc je sais pas, vous en trouvez en brocante, vous l'achetez, vous achetez direct. Voilà, ce sont des pièces qui sont oui, je vais dire rares, je vais pas dire très rares, surtout quand elles sont dans leur jus, ce petit coloris, c'est vraiment des trucs qui sont compliqués à trouver. Après, il y a des artisans, des designers contemporains hein, qui sont amusés à reprendre, ça j'en ferai peut-être un topo vidéo après, mais qui s'inspirent aussi de cette forme pour en faire quelque chose. Juste pour préciser, donc Gaomiko, ben écoute, bienvenue, merci encore une fois pour le follow. Je suis Kogei-san. Et ben voilà. C'est toujours une grande question d'ailleurs de la thématique, parce que je me rends compte entre nous, hein, que la thématique art, c'est vrai que je parle quand même que d'art, mais des fois je me suis dit tiens, just chatting, remonte un peu en discussion. Merci Massilia, promo bien. Merci. C'est vrai que la thématique, l'algo n'aide pas forcément les boss, on le sait, de toute façon sur Twitch. Faut aimer fouiller pour voir des trucs, mais c'est vrai que maintenant je vais être un raccord thématique art. Voilà, donc pour te dire rapido qui je suis, Kogei-san, donc dans la vraie vie en fait je suis antiquaire, je suis spécialiste en art japonais et coréen, je fais de l'antiquité et de l'expertise, et je fais cette chaîne, donc je suis présent sur les réseaux, hein, TikTok, Twitter, X, et évidemment Twitch. Les replays qui sont sur Twitch, je les mets, je fais pas des vidéos particulières pour YouTube, je mets les replays sur YouTube, donc toutes les vidéos qu'on trouve ici. Ah bah top, super, merci si tu traînes sur le Twitch. Ah, c'est bien. Non mais c'est vrai, hein, franchement, c'est vrai que quand on veut on se dit bêtement, tiens, pour essayer de diffuser la bonne parole, parler d'art, allons sur Just Chatting, mais en fait, non. Voilà, donc je reste sur art. Donc juste pour te dire que les replays, Massilia tu le sais, et puis ceux qui tombent, parce que ceux qui tombent sur cette chaîne souvent, je le dis,
Je laisse ces replays sur Twitch, mais gardez en tête que les replays sur Twitch sont conservés, je crois, 2 mois. Donc je les balance tous, en tout cas quasi tous sur YouTube. Moi, le but, hein, c'est de partager, qu'on me pose des questions, qu'on me dise tiens, j'ai envie que tu parles de ça, ça, ça. Donc plus il y a de gens qui regardent, mieux c'est. Et puis, donc voilà. Donc le mercredi, c'est particulier, puisque d'habitude, je présente, en tout cas, 8 fois sur 10, je vais présenter un objet que j'ai et que je présente en macro, vraiment les objets que vous pouvez voir dans les musées, des objets japonais. Je vais présenter un peu plus d'objets coréens aussi, histoire de vous parler de l'objet. Je vous le montre en détail, je vous montre en macro les spécificités de l'objet. Là, c'est un peu particulier parce que je voulais vraiment parler de cette Moonjar qui s'est vendue, que je n'ai pas là, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. J'en achèterai une si je gagne €1 vendredi, hein. Donc 130 millions, j'ai jamais gagné, mais bon, attends, je vais toucher du bois, hein. Donc on sait jamais. Alors là, par contre, je vais faire péter les Moonjar. Allons-y. Mais ce sont des pièces qui sont vraiment des très belles pièces si on aime le design coréen, et pas que d'ailleurs, hein, parce que vous voyez ce genre de pièces, vous aimez le design contemporain, le design, genre ça, l'art tribal, plein de choses, hein, ça peut se mêler à plein de choses. Et je pense que c'est aussi ça, l'attrait qu'il y a sur ces pièces-là, plus que sur ce qu'on appelle les céladons. Je vous montre juste en 2 minutes céladons. Je pense que vous connaissez quand même les céladons coréens, mais pour que vous puissiez voir la différence. Quand je parle de céladon coréen, donc c'est plutôt la période Goryeo qui est juste avant, mais ça je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce que c'est les céladons coréens, parce que sinon je vais perdre tout le monde. Les céladons coréens, ce qui est surtout très connu, je vais vous montrer le Amazon, mais c'est pas c'est pas grave. Alors c'est sûr que quand on est Google, on a du eBay et du Amazon. Mais c'est juste pour que vous compreniez l'esprit. Alors ça, évidemment, c'est des créations récentes. Il y a eu beaucoup de créations récentes chinoises, etc. Mais vous voyez, les céladons, c'est ça, hein. Céladon, c'est le côté vert un peu là que vous voyez. Alors, il y a eu des vases, hein, qui se rapprochent des vases vides, mais on va plutôt appeler ça, comme ici, des vases boules. Donc ça, ce sont des choses Goryeo. Goryeo, je rappelle, hein, c'est 300 jusqu'à... C'est une grande période, hein, jusqu'à... 900 jusqu'à 1600. 900-1600. Oui, c'est beaucoup plus ouvragé, c'est ça qui est assez étonnant, à différence du Japon, si je dois comparer, sans trop comparer, parce que sinon je vais me faire taper dessus. C'est vrai qu'au Japon, on avait une tendance où c'était la simplicité, et après on a eu les choses à motifs. Et après on est revenu avec la simplicité, avec les mouvements Kogei, etc. En Corée, sur la céramique, période Goryeo, donc 900, 1600, donc du 10e au 17e siècle, on est plutôt sur des céramiques vertes. Mais c'est vraiment ce vert particulier, ce céladon. Cette couleur, elle est... Bon, vous voyez, hein, le céladon, c'est... Bon, en plus, je vous sors franchement des trucs Etsy. Mais bon, vous voyez, c'est un vert qui tire vers le bleu. Voilà. Et toujours, en tout cas dans la grande majorité des cas, et quand je dis majorité, c'est 9 fois sur 10, vous allez avoir des petits motifs. Vous allez avoir des petites fleurs, des petites arabesques. Ça, c'est Goryeo. Après, à partir du XVIIe siècle, grosse tendance, liée aussi au développement du zen en Corée, liée à la sensibilité pour l'art plus brut coréen, ce qui est un peu en phase aussi après, plus on se rapproche du 19e, enfin du 20e siècle, plus on va se rapprocher du mouvement Kogei Mingei. Là aussi, je referai des trucs là-dessus avec le Japon. Mais d'ailleurs au Japon, petite parenthèse, hein, ce genre de pièce là, ou plutôt ce style de pièce, au Japon, le fondateur du mouvement Mingei art populaire, après aussi le Kogei, mais le Mingei art populaire, c'est Yanagi Soetsu qui est parti en Corée. Donc c'est vraiment un lien entre la Corée et le Japon. Ça c'est aussi hyper intéressant à traiter, mais si je parle de ça, alors là, j'en parlerai 2 heures, mais je pense que je ferai un topo de juste un truc sur Yanagi Soetsu qui est vraiment quelqu'un qu'il faut connaître. Bref. Tout ça pour dire que c'est des très belles pièces, et tout ça pour dire que un jour je vous montrerai une en vrai, un jour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne se sont pas endormis au fond de la classe, par rapport à cette Moonjar? Je vais vous mettre le lien de Sotheby's, si ça vous intéresse, si vous voulez regarder. C'est en anglais, mais je pense que vous en foutez. Et puis merci Google Trad. Ouais, cagnotte. Tu penses qu'il y a moyen? Bah allez, hein.
Je vous l'ai mis le lien à rallonge vers Sotheby's, qui est pas mal ce lien parce que dans le... Hop, vous allez voir, bon, il y a toute une histoire. Alors, je vous conseille de traduire. Bon, après, si vous avez l'habitude de lire un peu les textes qui parlent d'art, etc., en anglais, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire, je sais pas, Google Trad, je sais pas ce que ça donne. Un peu en retard pour avoir... J'irai mettre les répètes. Pas de problème. Et si tu as des questions, vraiment DM ou autre sur les vidéos... avec grand plaisir pour y répondre. Juste cet article est vraiment pas mal parce qu'il fait des liens au néo-confucianisme, donc ça va assez loin. Le but sur cette chaîne aussi, pour toi aussi Gaomiko, c'est de rester vraiment le plus accessible. Donc je pars pas dans des trucs complètement délirants, vous parlez de confucianisme, de néo-confucianisme, et le rapport avec Joseon, la dynastie Ming en Chine. Non, on va rester simple et le plus accessible. Par contre, s'il y a des questions un petit peu plus pointues, avec grand plaisir pour y répondre. Voilà. Bah écoutez, vous savez tout. Merci encore Gaomiko et bienvenue et merci encore pour le follow. Ça fait franchement toujours plaisir. J'ai un petit programme pour ceux, évidemment, c'est quand je vais le présenter là. Je vous remonte juste au niveau du programme. Je bascule sur Twitter. Je parle toujours des lives sur. Les prix exorbitants, à rareté. Alors sur ce genre de pièces, clairement, c'est la rareté. Surtout en l'occurrence, avant juste de parler 2 secondes du planning, ces céramiques, en tout cas ces céramiques-là, là, elles sont 17e. Donc déjà, il faut se dire que c'est quand même des grands formats. Les céramiques, dans toute culture confondue, plus on est sur un grand format, pas forcément plus c'est difficile d'en trouver aujourd'hui parce que ça se casse, parce que elles n'ont pas été forcément bien entretenues, conservées. Ça reste de la céramique. Hein. Donc ça déjà, priorité, primo, c'est ça. Deuxièmement, celle-ci n'a quasiment pas de fêlure, sauf une petite au col que je montrais tout à l'heure. Donc ça aussi, ça rajoute du prix. Troisième, c'est le côté brut, nature, la symétrie, le design même de la pièce qui fait qu'on a des pièces. Je disais, celle de Christie's, elle était partie à 2 millions, donc c'est aussi gros prix. Et puis c'est toujours pareil, c'est un coup de cœur pour un acheteur. Je sais pas du tout qui a un acheteur. Ça, c'est en plus une collection japonaise. C'est intéressant parce que faut savoir que je vais faire moins un sujet de recherche d'ailleurs sur les collections de pièces coréennes au Japon. Beaucoup de collectionneurs d'ailleurs sont aujourd'hui de pièces comme ça exceptionnelles. Vous avez les Coréens, mais vous avez beaucoup de Japonais. Et ce genre de pièces-là, c'était une collection japonaise. Donc c'est au contraire des grandes collections japonaises qui vont mettre le prix sur ce genre de pièces qui sont des pièces uniques. Et on voit un peu la même chose dans l'art africain de certains pays. Quand je dis africain, c'est avec un grand A, du territoire continent africain. En art tribal, art premier, on a des pièces qui peuvent paraître visuellement des choses sculptées en bois, très simples, très sommaires, voire pour certaines pièces complètement, surtout en bois, bouffées par le temps, abîmées, mais qui ont une présence, quoi, qui ont un truc. Et je crois que c'est ça le prix, il est lié à la présence de l'objet, à ce qui nous, spectateurs, il va pouvoir nous, il va nous faire dire un truc, il va nous dire cette pièce a un truc, quoi. Et je vous assure, il y a des prix même en art tribal, des mâts ou des anciennes sculptures africaines en bois complètement bouffées, où il y a eu les termites et tout, mais vous voyez encore les traces d'un visage. Et c'est des pièces qui sont artistiques exceptionnelles, qui ont été faites, forgées par la nature. Je dirais même que c'est assez étonnant. Si je rapproche vraiment de sa céramique, finalement, c'est les pièces qui ont été le plus modifiées par la nature. En l'occurrence, là, c'est pas dans la cuisson, qui ont une valeur exceptionnelle, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est très difficile à estimer. Je sais pas celle-ci combien elle était estimée chez Sotheby's. Ils savaient que ça a été vendu. C'était vendu. Attendez, je vais remettre juste le lien. Je pense qu'ils mettent plus l'estimation, mais de mémoire, c'était déjà des grosses estimes entre 1 million. Des pièces comme ça, ils en font des estimations genre 1 million, 2 millions. L'estimation d'un objet, faut estimer. Alors, c'est un prix certes, mais c'est très souvent le prix de départ. Donc quand vous avez des grosses entre 1 million et 2 millions, ça fait beaucoup, quoi.
Ouais, wabi-sabi, mais j'en parlerai aussi, c'est ce terme wabi-sabi où tout le monde en parle. J'ai un de mes potes qui m'a parlé d'une céramique qui a fait un petit atelier kintsugi. Le kintsugi, ça, c'est la technique quand on a des céramiques qui sont cassées, on leur met un petit truc en or, un petit liant en or au milieu, donc ça j'en parlerai. Et c'est vrai, bah alors si tu me dis ça... Parce que j'hésite sur cette chaîne, toujours pareil, le fait d'être encarté, parce que j'ai un autre compte sur l'art, je suis un grand passionné collectionneur d'art aussi à Tribal. Mais c'est vrai quand on parle de Japon, si je parle de Tribal, je vais perdre les gens. Mais je crois que s'il y a de plus en plus de personnes qui me disent que j'aime bien, oh ouais, j'aime bien aussi les arts premiers, et ben je ferai peut-être une vidéo par semaine sur les arts premiers. Mais ouais, c'est ce côté brut, ce côté, je trouve en tout cas... pas parfait de l'objet, c'est ça qui fait tout son charme. Et c'est voilà. Après, toujours pareil, hein, c'est des jeux de collectionneurs, trop bien. Très bien, cool. Merci. Donc 2 personnes, c'est bien. Vous êtes, enfin 2 plus. Quand j'en parle, j'essaye de tâter le terrain. J'aimerais bien parler d'autre chose, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est vrai que sur les réseaux, sur Instagram, ouais. Alors je fais la promo qui va bien. Instagram, alors. Koge-san sur Instagram, j'ai pas de compte spécial pour Instagram Koge-san parce qu'en fait j'ai monté un magazine qui s'appelle Koge, magazine et association qui s'appelle Koge.fr, et donc en fait je me suis dit, au lieu, alors je vais pas montrer le back-office du site, ça sert à rien, mais au lieu de vous montrer le compte Instagram, je vais y arriver parce que là vous allez voir mes identifiants au back-office, ça va pas le faire, donc le site Koge qui est un magazine que j'ai monté, magazine, avec une association. L'idée c'est de créer des événements aussi en France sur l'artisanat coréen. Là je prévois sur 2024 des conférences. Je fais évidemment les conférences en live parce que je veux toucher tout le monde, des gens qui sont pas que sur Paris, des gens qui sont vraiment partout. Donc l'idée c'est vraiment d'être en live, mais c'est vrai que des fois j'ai des demandes qui sont... Ah oui merde, si mon truc il est pas bon ça va pas le faire. Si parler de faire 2 choses en même temps, j'ai un peu du mal. Koge.art, donc qui est le magazine Koge sur lequel je publie, je commence à republier les TikTok, etc. Donc sur Insta c'est Koge Art, moi j'ai ma boutique, ça j'en parle pas sur le live, c'est Kogeya, mais que je montre pas parce que le but aussi sur cette chaîne, je tiens à le préciser, c'est que je suis pas là pour vendre mes produits. Je dis parce que j'aime bien faire la distinction, je suis vraiment là pour partager, et même s'il y a des objets que je présente, certains sont des objets que je vends, je vous ferai remarquer. Pour ceux qui voient les replays, Massilia, si tu as déjà vu les lives, je ne parle pas prix, je ne dis pas si vous voulez vous acheter, allez voir ici. J'en parle pas, je tiens vraiment à faire la différence entre le côté contenu et boutique, entre guillemets. Donc pour Insta, c'est Koge, donc je vais parler vraiment d'art coréen, japonais, donc qui est vraiment en phase avec le magazine. Et ça c'est vraiment Koge-san on va dire. Et sinon tu me retrouves aussi sur TikTok, TikTok Koge-san, dans lequel je vais parler, et sur Twitter aussi, dans lequel je vais parler aussi un peu plus de choses, d'expositions. Je vais faire un peu plus de vidéos qui sont plus typées TikTok aussi. J'avais parlé de la Japan Expo, etc. Donc voilà, donc normalement tous les liens on les retrouve en descriptif sur Twitch, il y a tous les liens YouTube, Insta et compagnie, ce qui vous permet d'être en contact avec ma trombine si vous voulez voir un peu plus de choses. Sur TikTok très souvent, merci. Mais c'est vrai que l'histoire de faire Insta Koge, parce que c'est vrai que j'essaie de capitaliser aussi sur Koge-san, que les gens retrouvent Koge-san, etc. J'ai fait le compte Koge-san, mais sur lequel je mets juste le calendrier. Parce que c'est vrai qu'après, piloter Koge-san, bon, vaut mieux capitaliser aussi sur les comptes, ce qui ne change rien. Mais voilà, je veux aussi faire grandir Koge parce que c'est clairement demain, dès 2020. Alors, voir si l'événement on peut le faire dès 2024, mais j'en parlerai en temps voulu. C'est dans les cartons, je suis en train de vraiment travailler là-dessus. Ce sera Koge qui organise clairement un événement. Voilà, événements, conférences, etc. D'ailleurs, je fais des conférences, hein, live, j'organise des conférences, donc si vous entendez parler d'un lieu, ou si vous pensez que faire des conférences en physique, hein, et ben avec volontiers pour en faire, c'est quelque chose que je fais.
Tu fais des trucs un peu très belles, aussi très inspirés des arts premiers. Eh ben écoute, cool, je suis très curieux de voir ça. Ton compte, t'es sur Insta sur Gaomiko ou sur un autre pseudo? Les arts tradis. Gaomiko? Ah, c'est toi? Ah cool. C'est toi ou c'est pas toi? Eh ben ça va follow. Bon là je connais, je sais pas avec quel compte je suis connecté, mais je vais te follow après évidemment. Ah mais c'est vachement sympa ce que tu fais. Illustrateur, graphic designer, ok, doodler, ok, cool. Et t'as Charles Roy en Belgium. Ben c'est cool ça. Ben je vais regarder ce que tu fais. Ah mais ouais, carrément, plein d'inspiration. Mais c'est vachement sympa ce que tu fais. Et ben cool, ouais, ben je vais regarder en détail. Je vais follow. Voilà, donc follow Gaomiko. Allez hop. Si vous tombez sur ce live, vous pouvez suivre l'ami Gaomiko. Allez, Gaomiko, carrément sympa. Vachement sympa ton petit la terre du milieu et tout. Maraîchage agroécologique. Ouh, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse. Faut follow Gaomiko hein, à fond, hein, Gaomiko. Et ben écoute, très très cool. Et ça me fait penser Art Tribal aussi. Allez, j'en parle, on est des grands fous. Donc j'ai un autre compte en parallèle, je fais pas de... Voilà. Encore une fois, les vidéos tribal, art premier, art tribal. Je vais en parler sur Twitch. Vaut mieux avoir un profil parce que si je fais un profil qui est dédié donc sur Instagram et sur Facebook, ça s'appelle Tribenka. Donc ça, c'est vraiment mon gros dada, ma passion vraiment pour les arts premiers. Où je poste aussi du contenu là-dessus. Je fais pas de attention, je dirais, je suis pas spécialiste, je suis un vrai amateur, j'en apprends tous les jours. Mon grand dada à moi, c'est le Nigeria. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi suivre pour les arts premiers Tribenka. K qui veut dire artisan en Igbo. Et je ferai des parallèles si ça vous intéresse, donc sur Koge-san, parce que Koge-san peut aussi parler un petit peu d'art premier. Voilà. Mais c'est génial. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans toutes ces cultures, même pour Massilia, et pour ceux qui tombent en plein milieu de ce live, qui disent pop-up une chaîne japonaise ou coréenne et qui me parlent d'art tribal, sachez juste que le contenu de ma chaîne, c'est Focus Japon-Corée, parce que c'est mon métier et que je travaille dedans, mais je suis aussi un grand amoureux, collectionneur, passionné des arts, ce qu'on appelle les arts tribaux, arts premiers. Et donc c'est pour ça que je suis en train de montrer l'Instagram Tribenka, qui est donc mon compte parallèle, ma vie parallèle dans les arts premiers. Mais a priori, j'ai le droit de parler un petit peu d'art premier sur cette chaîne. Donc peut-être que j'intégrerai une fois de temps en temps un petit live art du monde. Voilà, parce que c'est aussi ce que je présente dans la vraie vie avec mes autres objets. Bah écoute, c'est super. Ça change des mangas. Bah oui, bah écoute, c'est si l'intérêt, je trouve, de Twitch. Bon, moi-même, je suis sur Twitch, je fais un peu de gaming le soir. Là, je pense que je vais faire un petit peu de Starfield après. Donc, mais ouais, je trouve que Twitch, c'est une bonne plateforme aussi. Pourquoi je parle sur Twitch? Parce que je trouve que c'est l'effet un peu conférence, entre guillemets. Pourquoi conférence? C'est je trouve qu'on peut parler d'un sujet, en l'occurrence, pour ceux qui tombent sur ce live, à partir de Tribenka. Je vous remettrai Tribenka si ça vous intéresse, ma vie parallèle, art tribal dans Twitch. Toutes les infos Twitch, vous les retrouverez dans les petites infos. Mais je me remets sur ma petite présentation. Juste pour vous dire qu'effectivement, je trouve que parler de sujets comme les Moonjars, là, il faut pouvoir échanger en fait. Je trouve que c'est vachement bien de pouvoir parler, de prendre des questions. Alors, il y a des choses, moi je dis toujours, hein, même quand on va me poser, je sais pas, une expertise, des fois je demande un peu de temps pour aussi découvrir des artistes. Je connais pas tout le monde, hein, on a toujours des choses à apprendre. Et puis, mais c'est le côté d'échanger. Et c'est vrai que Twitch, je trouve que la plateforme elle est vraiment idéale pour ça. Et puis c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui font de l'artisanat, qui font des céramiques. Moi j'aime bien en parler, j'aime bien surtout parler des antiquités, parler des objets, j'ai le nez dans les objets, donc puisque c'est mon métier, si vous tombez dessus, c'est mon métier, je suis antiquaire, donc je suis dans les objets japonais et dans les objets coréens, donc le but c'est essayer d'en parler,
plus on en parle, plus les gens connaissent. Et puis, on peut aimer la Corée, on peut le Japon ou un autre territoire. Et puis, on va rentrer, on va découvrir des cultures, on va découvrir des pièces. Et puis voilà, le gars qui part dans un truc infernal. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous tombez sur ce replay après coup, n'hésitez pas à me poser des questions. Je le demande toujours. Envoyez-moi des questions, envoyez-moi des questions. Comme ça, je serais vraiment ravi pour en parler. Je suis un peu en train de cracher dans mon micro. Je vous mets ici le planning que j'avais posté. Je suis aussi sur Twitter, Kogei-san. Puisque pour être averti des lives ou raconter... Alors, sur Twitter, un peu comme TikTok, hein, je veux un peu les vannes, je parle un peu plus de pop culture aussi. Je parle de tout ce que je kiffe, donc je vais parler un peu de manga, d'illustration. Bref, on est un peu plus large, mais en même temps c'est Twitter. Bref, voilà, je ferme la parenthèse sur Twitter. Concernant le planning des choses à venir, pour ceux qui tombent sur le live le mercredi, donc le mercredi c'est spécial objet, je présente un objet, normalement un objet de visu, là c'est particulier, je présentais cette Moonjar qui a été vendu chez Sotheby's. Sinon, j'ai un planning qui est assez varié pour ceux qui découvrent ma chaîne. Sachez que je fais le lundi un point culture sur un sujet, une œuvre d'art, un artiste. Ça, c'est le lundi. Donc là, en l'occurrence, ou une thématique. En l'occurrence, lundi, j'ai parlé de la céramique de Bizen. C'est au Japon. Je fais des topos sur les sorties françaises. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'avais prévu une sortie. Donc, quand je dis sortie française, c'est les conventions, les expos, les trucs intéressants à voir. Japon-Corée. Si je vois un truc évidemment Chine qui me paraît intéressant, j'en parle, mais je reste quand même focus Japon-Corée sur ce que je connais moi, parce qu'on peut pas être spécialiste de tout. Les experts, d'ailleurs, pour un petit info, les experts en art d'Asie, c'est pas possible. On peut pas connaître, on peut pas être expert de l'Asie. C'est pas possible. On peut connaître précisément, j'ai étudié le Japon. Je suis ouvert à la Corée, on peut connaître des pays, mais on ne peut pas être expert de tout. Bref, j'ai une parenthèse là-dessus, mais c'est important aussi de le dire. Objet d'art le mercredi. Le jeudi, je fais un petit point sur les expos qui ont lieu au Japon et en Corée, histoire juste d'avoir un truc sympa. Ça, c'est le midi, un petit point midi et demi. Demain soir, 18h45, je fais un nouveau live sur un livre. Je vais vous présenter 2 livres d'art. Alors c'est des trucs souvent parce que des fois on va me demander ok, est-ce que tu as un livre à conseiller, collection ou même en cadeau, un livre sympa, donc je vous montrerai 2 livres sympatoches si ça vous intéresse d'art. Et vendredi je ferai juste une petite présentation de photos Japon, puisqu'il y a une belle exposition en ce moment au musée Guimet, mais ça j'en parlerai, mais des expos là de photos, et ça ce sera vendredi. Voilà, donc là vous avez un planning qui est un peu complet, qui touche tout le monde. Si vous aimez la céramique, vous pouvez venir. Vous aimez la photo, vous venez. Voilà. J'essaie en tout cas d'être le plus varié possible. Vous savez tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci Gaomiko. Encore une fois, si vous avez des questions, je suis là pour ça. En DM ou en message sur Twitch. Je pose le replay sur YouTube. Donc si vous... Voilà. Sur TikTok, sur Twitter, le gars il est partout. N'hésitez pas. Je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Merci encore, merci à Massilia, merci à Gaomiko, merci à Gaomiko pour le follow. Vous pouvez suivre Gaomiko sur Instagram et je te follow dès que je reviens, dès que je me déconnecte. Merci à vous. Donc rendez-vous demain. Donc pour info, entre midi et demi, c'est un peu topo sur les expos au Japon. Je ferai les expos sorties en France, je la calerai vendredi pour le coup. Donc demain midi, minuit, je ferai un petit topo là-dessus. De toute façon, il y aura un replay. Et puis surtout, si ça vous intéresse, demain, je vous présente 2 livres sympas à avoir si vous voulez vous faire une petite collection de bouquins art. Voilà, demain, 18h45. Merci encore. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère avoir été clair dans ce que j'ai dit. Voilà. Allez, salut. Ciao. Bonne soirée.